Alors, au milieu du 19e siècle, en fait, la chute de l'Empire ne va pas entraîner la fin de ces gendarmeries en Europe, bien au contraire, puisque certaines vont continuer à s'installer, par exemple dans le Württemberg, où il y a une Landerkorps, le corps des chasseurs de campagne, ou dans les Pays-Bas, où le roi Guillaume Ier va aussi opter pour une gendarmerie, qui ne va plus s'appeler gendarmerie, mais maréchaussée, la maréchaussée néerlandaise. Et en Sardaigne, le roi Emmanuel organise une carabinieri reale pour la surveillance de l'île. Et même les anciens adversaires de l'empereur finissent par se doter d'une gendarmerie. En 1826, après la révolte des décembristes, l'Empire russe se dote d'une gendarmerie. Et l'un des tsars de l'époque, ça fait peut-être référence à l'écho actuel, va même avoir le surnom de gendarme de l'Europe. C'est le tsar Nicolas Ier. En Espagne aussi, donc on va avoir une Guardia Civile qui va se mettre en place à partir de 1844. Et chez les Habsbourg aussi, il va y avoir donc une gendarmerie autrichienne rattachée à l'armée impériale à partir de 1849. Les dates sont importantes parfois parce que justement en 1849, c'est après les phases de soulèvement en 1848, ce qu'on appelait le printemps des peuples. Oui, peut-être. Alors en fait, on retrouve plus ou moins les fonctions du modèle français, si on peut dire. Modèle. Alors toujours, ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve l'utilisation du maillage territorial, le système de la brigade comme en France. Petite particularité, par exemple, en Russie, il va y avoir une gendarmerie particulière qui va être créée le long des chemins de fer, qui va être une force spécialisée de renseignement, de contrôle de population, et qui va avoir des effectifs très très importants au XIXe siècle. Voilà. Et le modèle va même s'étendre aux portes de l'Europe, puisque même l'Empire ottoman va se doter de sa propre gendarmerie, qui est la gendarma, à la fin du XIXe siècle. Et bien entendu, dans les Balkans, on va avoir la Grèce en 1833, ou encore la Serbie et la Bulgarie en 1881. Alors, dans ces phases d'expansion du modèle gendarmerie, on reste toujours sur des modèles à l'échelle nationale, si on peut dire. On ne peut pas véritablement parler de coopération entre ces différentes gendarmeries. En revanche, on voit que ce qu'on appelle la Belle Époque actuellement, il va y avoir quand même des tentatives ou quand même des formes de coopération à travers 3 exemples particuliers qu'on retrouvait dans les Balkans, notamment. C'est l'exemple de la Crète, de la Macédoine et de l'Albanie. Tous ceux situés près des Balkans et situés dans cette période où on a une déliquescence de l'Empire ottoman. Cette carte postale, là, ici, est très intéressante, sur la Crète, où on voit justement la variété des uniformes de ces différents gendarmes d'Europe, si on peut dire. On reconnaît le gendarme français, le gendarme italien, il y a aussi des Espagnols ou de différents pays, aussi un Turc là-bas. En Macédoine aussi, c'est assez intéressant sur ce phénomène de coopération qu'il va y avoir à l'époque, puisqu'il va y avoir donc pour ces territoires une division en secteurs, qu'on retrouve parfois, qu'on va retrouver en ex-Yougoslavie aussi, bien plus tard, avec donc des secteurs confiés à chaque puissance européenne. Et par exemple, la France va avoir un secteur confié à 5 officiers qui vont encadrer la gendarmerie locale. Et ces officiers, c'est intéressant de noter qu'il y a un capitaine de gendarmerie, mais aussi un capitaine du génie, 2 lieutenants d'artillerie et un lieutenant d'infanterie. Et si on peut dire le modèle français, enfin les encadrants français ou les coopérants français vont finalement séduire les jeunes Turcs qui vont venir après, au point que la gendarmerie, les gendarmes français vont continuer à former la gendarmerie turque dans le reste de l'Empire turc. Et après, on a un exemple très particulier qui est l'exemple albanais avec cette gendarmerie internationale d'Albanie qui va avoir une existence éphémère, 1913-1914, qui va être d'abord encadrée par des Néerlandais et après par des Autrichiens et des Allemands, juste à la veille de la guerre en 1914. Alors ensuite, sur le début du XXe siècle, dans ces configurations et reconfigurations des gendarmeries, il y a bien entendu plusieurs éléments. Alors, ce qui est intéressant, et là, il y aura des études à mener, en fait, suivant les différents pays, on retrouve un certain nombre de choses. Par exemple, pour la Grande Guerre, la phase de mobilisation. La gendarmerie française joue un rôle capital, essentiel, dans cette phase de mobilisation en 14, et aussi pour les premiers escarmouches, si on peut dire, face à l'envahisseur. On va retrouver ce système aussi du côté des Italiens. Il y aura des gendarmes qu'on va retrouver dans l'armée d'Orient. Il y aura des prévôtés, parfois des prévôtés mixtes, qu'on retrouvera notamment aussi sur le front italien. Par contre, la Grande Guerre va aussi avoir pour conséquence la disparition de la gendarmerie en Russie. Durant l'entre-deux-guerres, on est toujours sur des logiques un peu nationales, avec les intérêts nationaux. Pour la France, par contre, on a l'envoi de pelotons de ce qu'on appelle la garde républicaine mobile, donc l'ancêtre de la gendarmerie mobile, qui a été créée en 1921. Ils vont être amenés
à agir dans la Ruhr. Les gendarmes vont aussi jouer un rôle dans un contexte international très particulier avec la guerre d'Espagne, et notamment la retirada. Alors d'abord en Andorre et après le long de la frontière pyrénéenne, comme on le voit ici sur la photo. Par contre, on voit avec la montée des fascismes dans certains pays le basculement de certaines gendarmeries, aussi bien en Italie que aussi en Espagne, puisque la Guardia Civile sera des deux côtés pendant la guerre d'Espagne. Ensuite, pendant la guerre 39-45, alors là, il y a des historiens qui ont travaillé sur le sujet. Je pense à Jonas Campion, notamment, qui a travaillé sur la gendarmerie de Belgique, la gendarmerie du Luxembourg et la gendarmerie française aussi. Et là aussi, on retrouve un peu des similitudes sur le sort et le destin de ces gendarmes à travers ces pays occupés, donc dans la période 39-45, avec souvent la double pression d'un régime autoritaire et après de l'occupant, généralement, donc avec des missions que vous vous dites bien par rapport aux Juifs, et puis après aussi au STO. On peut noter aussi quand même la création d'unités combattantes. Alors, il n'y avait pas d'unités combattantes au niveau de la gendarmerie française. Par contre, en 39-40, il y a des unités combattantes au niveau notamment de la garde républicaine mobile. On pense souvent au 45e BCC, un bataillon de chars de combat, mais toutes les unités mobiles, et notamment celles qui étaient à l'est, le long de la ligne Maginot, ont joué un rôle véritablement de combattants à l'époque, et aussi de ce qu'on pourrait appeler la DOT. Voilà. Et souvent, ces gendarmeries, à la fin de la période, ont connu une phase d'épuration. Alors après, on est sur la période 45, les années 50-60, ce qui est très intéressant parce que une partie des gendarmeries, notamment la gendarmerie française, va être mise en troupes d'occupation en Allemagne. Et là, c'est assez intéressant parce que dans ce modèle de troupes d'occupation, d'abord d'occupation, puis après, entre guillemets, un peu d'alliés, ici, vous avez l'exemple de la 2e Légion d'intervention en Allemagne qui, comme on le voit ici, a des engins blindés. Donc il y a aussi déjà, dans cette optique de l'époque de la guerre froide, la nécessité de défendre le monde libre, si on peut dire, face à une menace soviétique. Et là, on a un autre exemple qui est très intéressant en Autriche, avec la B-Gendarmerie, qui était une force paramilitaire. Alors, ça a duré juste le temps de la troupe d'occupation en Autriche. C'est tout début des années 50 jusqu'à 55, à le départ des Français. Mais on voit donc l'organisation de cette gendarmerie particulière qui était véritablement formée en cas de menace soviétique, et notamment d'incursion dans le territoire autrichien. Donc ça, c'est véritablement quand même des modèles. Alors parfois, ce n'est pas forcément du gendarme tel qu'on le voit chez nous en France, mais c'est quand même intéressant de voir cette porosité, si on peut dire, un peu des modèles. Alors ensuite, en France même, nous avons donc le concept de DOT. Alors d'abord la DIT, Défense intérieure du territoire, puis DOT, Défense opérationnelle du territoire. Donc c'est quelque chose qui, entre guillemets, va occuper la gendarmerie des années 45 jusqu'à la chute du mur de Berlin, jusqu'au début des années 90. Donc alors, il y a plusieurs éléments que l'on peut voir. Là, vous avez un char qu'on voit ici, avec notre unité qui est le GBGM, qui est basé à Satory, avec donc ce type de char qui était utilisé véritablement dans ce type d'hypothèse. Et là, vous avez à droite, alors on est à la fin des années 80, avec un équipement particulier. Donc c'était au niveau des gendarmeries départementales, des groupements, avec des exercices réguliers qui étaient faits en matière de DOT. Alors, sur les personnes que l'on voit avec leur masque à gaz de l'époque, ce qui est intéressant de voir aussi, c'était les missions qui étaient confiées. C'était la mission de garde sensible, de garde de points sensibles, en fait. Et il y avait aussi toute la question des réservistes qui étaient utilisés à l'époque, avec quasiment un doublement des escadrons, par exemple, de gendarmerie mobile, pour avoir des escadrons de gendarmerie mobile dérivés, pour avoir un rôle en arrière des armées, dans l'hypothèse d'une invasion soviétique, pour véritablement garder, si on peut dire, la sécurité du territoire. Et ça, ce phénomène de DOT, on l'a bien entendu en France, mais on le retrouve dans d'autres pays avec d'autres gendarmeries, comme notamment en Italie, par exemple avec les carabiniers. Alors ensuite, il y a eu des phénomènes particuliers qu'ont connus finalement les différentes gendarmeries en Europe. Alors là, vous avez à l'image à droite, c'est mai 68, image un peu iconique. Et à gauche, vous avez aussi les mouvements d'extrême gauche pour qui la notion de guerre révolutionnaire se faisait ou se prolongeait, si on peut dire, dans la rue. Donc là, c'est en Italie, par exemple, que l'on retrouve ça. En Belgique aussi, il y a eu un certain nombre de choses. Donc la dimension maintien de l'ordre dans le cadre des mouvements d'extrême gauche et aussi d'autres mouvements aussi. Mais ça, voilà, c'est quelque chose aussi qui est assez intéressant et prégnant par rapport donc, aux gendarmeries de l'Europe du milieu, de la deuxième moitié du XXe siècle.
Là, vous pourrez noter au niveau de l'équipement des gendarmes, qui était vraiment très empirique au début de mai 68. Ils ont encore la vareuse avec donc la cravate, et il n'y avait pas véritablement d'équipement adapté. Ils font eux-mêmes leur grille sur le casque. Il y aura un changement, une véritable révolution avec la création de Saint-Astier en 1969, qui va véritablement être le centre de formation dédié au maintien de l'ordre. Alors ensuite, il y a aussi d'autres menaces qui ont pesé sur ces gendarmeries de l'Europe. Bien entendu, c'est la menace terroriste qui a été protéiforme, qui a eu différentes formes ou différentes façons aussi de peser. Alors vous avez les fameuses qu'on appelait les années de plomb en Italie, avec les carabiniers, avec des menaces d'extrême gauche, mais aussi d'extrême droite, les brigate rotte. En Espagne, c'était plutôt avec l'ETA, donc avec des mouvements indépendantistes. En France, on a eu à la fois des menaces d'action de groupuscules d'extrême gauche, on pense à Action Directe notamment, mais aussi des menaces terroristes révolutionnaires régionalistes. Et il y a aussi après parfois des phénomènes de porosité avec des mouvements terroristes internationaux, comme aussi par rapport avec les Palestiniens. Voilà. Et donc on est vraiment dans une mouvance très particulière entre les années 70 et les années 80, où il y a des menaces terroristes qui ne sont pas que diffuses, puisqu'on s'aperçoit quand on voit les chiffres de l'époque, entre guillemets, ça explose quand même à droite à gauche. Alors le positionnement de la gendarmerie française par rapport à ça est un peu particulier, puisqu'il y avait à la fois l'organisation militaire et l'organisation policière. Et la gendarmerie, dans cette organisation-là, avait un rôle un peu particulier. Elle a un bureau de lutte antiterroriste qui se met en place au début des années 80, mais elle n'est pas, si on peut dire, dans le premier cercle d'action, même si on a notre unité iconique qui va être mise en place, voilà, dont on fête les 50 ans actuellement, le GIGN en 1974, qui avait véritablement été créé. Alors on dit souvent par rapport au JO de Munich en 1972, mais pas seulement, parce qu'il y a aussi des affaires de forcenés comme à Cestas en 69, et question aussi des mutineries dans les prisons. Mais on s'aperçoit que ce type d'unité, finalement, a été plus ou moins adopté dans les différentes gendarmeries à travers l'Europe, et même après à travers le monde. Vous avez quelques exemples en Autriche, en Belgique, aux Pays-Bas, en Espagne, en Italie, au Portugal. Ce qui est intéressant de noter, c'est qu'on est quand même sur des dates quand même assez proches les unes des autres. Donc on voit bien qu'il y a un phénomène d'imitation, un phénomène où on s'influence les uns les autres par rapport à ça. Alors ensuite, ce qui marque donc la fin du XXe siècle, donc je vous ai dit, donc on a eu la Deuxième Guerre mondiale, la question de la guerre froide qui était très prégnante avec les questions de prévôté et aussi de terrorisme. Et en fait, ce qui va marquer ces gendarmeries de la fin du XXe siècle et surtout donc de la décennie des années 90, ça va être d'abord le retour de la guerre en Europe, qui va véritablement être très particulier, avec donc pour la gendarmerie française plusieurs missions. Alors ça va être des missions sous mandat de l'ONU, des missions sous mandat de l'OTAN, des missions sous mandat national aussi parfois, avec 4 grands types de missions. Les missions prévôtales, qui sont les missions traditionnelles du gendarme auprès des armées, qui remontent à son origine, à l'origine de la création de la gendarmerie qui s'appelait la maréchaussée au moment de la guerre de 100 ans. On a aussi le développement des actions civilo-militaires, une action aussi qui est très intéressante dans la justice internationale avec le tribunal de La Haye, le tribunal de justice internationale. Et donc là, les gendarmes jouent à la fois deux rôles. Il va y avoir par exemple un officier de liaison auprès de ce tribunal-là et aussi des enquêteurs sur le terrain. Alors, je ne suis pas sûr que ce soit vraiment des gendarmes, mais c'était une image d'illustration. Mais par contre, voilà. Et par contre, ce qui est intéressant, c'est aussi de voir l'époque, les années 90. C'est le moment où la gendarmerie met ses techniciens d'investigation criminelle. On est dans un moment où la gendarmerie commence à avoir de meilleurs outils, notamment en PJ, avec aussi l'IRCGN qui se développe à cette époque-là. Et enfin, quatrième mission, ça devait être normalement, si on peut dire, l'objet de la communication, mais on pourra y revenir, c'est la question du maintien de l'ordre. C'est véritablement la particularité de cette mission à l'époque. Alors, comme l'a rappelé le général Saki de San, qui a commandé en 2000 la brigade multinationale Nord à Mitrovica, ce qui, pour nous, militaires, a changé dans la gestion des crises, c'est l'apparition de la foule comme acteur à part entière et souvent comme acteur principal. En effet, là, c'est véritablement la particularité de ces OPEX dans les années 90 et notamment en ex-Yougoslavie. Alors, en Bosnie et Herzégovine, l'armée américaine va vouloir disposer de ses propres forces destinées au maintien de l'ordre et notamment dans le cadre de l'OTAN. Et c'est les Italiens, si on peut dire, qui vont répondre en premier avec la création des Multinational Specialized Units, les MSU, qui étaient donc là des unités de gendarmerie utilisées en OPEX pour le maintien de l'ordre.
Alors en France, on va avoir une utilisation très particulière, nous, et notamment au Kosovo, avec une image iconique au pont de Mitrovica. Donc vous voyez avec ces gendarmes en chemisette, c'est ce qu'on appelait la tenue footix, qui avait été utilisée pendant la Coupe du Mondial de 98, et qui avait donc été utilisée avec, vous voyez, ce système avec l'utilisation de l'armée de terre, et un système comme ça en fonction de la tension sur le terrain, pour essayer d'avoir une désescalade, si on peut dire. Donc un des personnages qui a marqué cette décennie, c'était le général Vicaire, qui avait véritablement essayé de développer ce modèle. À ma connaissance, ça a été utilisé qu'une seule fois, on ne l'a pas véritablement retrouvé en OPEX, mais bon, entre guillemets, ça s'y est prêté un petit peu. On peut dire qu'il y avait quand même une certaine culture entre les Serbes, les Albanais, les Bosniaques, localement, sur ce qu'est un peu un gendarme. Ça a peut-être un peu joué aussi, mais bon, ça a clairement joué quand même parfois un rôle pour abaisser la tension. Là, vous avez aussi l'utilisation de la gendarmerie mobile. Par exemple, là, c'était avec une famille serbe qui avait été attaquée au moment d'une inhumation voilà, sur une route. Et là, dans la troisième image, on voit, enfin quatrième image, on voit l'utilisation parfois de matériel militaire de type OTAN pour parfois déployer ces gendarmes. Alors ensuite, on a eu une intégration, une coopération à différents niveaux en matière de l'Europe dans ces différentes gendarmeries. Alors souvent, ça a été une coopération empirique sur le terrain, si on peut dire, avec souvent le rôle de la frontière par rapport à ça. Donc vous avez cette ancienne carte postale, on voit qu'il y avait quand même une certaine familiarité, ici en Italie par exemple, avec ce carabinier italien et ce gendarme français. Et finalement, à la fin des années 90 et au début des années 2000, on va avoir voilà, une utilisation, une création, si on peut dire, d'unités de terrain. Alors, quelques exemples, par exemple ici, là, en 99, c'est le Centre de coopération policière et douanière, le CCPD, qui permet voilà, d'avoir un certain nombre d'unités à la fois où il y a du personnel français mais aussi étranger. Alors, il y a un qui avait été créé à Offenburg en Allemagne avant d'être transféré à Kiel. Et il y en a surtout un qui a été créé au Luxembourg avec quatre tripartites, si on peut dire, parce qu'il y a l'Allemagne, Belgique, Luxembourg et France dans cette même unité. Ensuite, on a eu les brigades des commissariats européens, BECE, en 2009, et plus récemment, les unités opérationnelles franco-allemandes qui sont utilisées notamment pour sécuriser des événements, alors ça peut être le Tour de France ou des événements comme le G7, et aussi quand même des missions de sécurité au quotidien. Voilà. Et dans le cadre de la présidence de la France de l'Union européenne, la France a porté en juin 2022 une recommandation du Conseil de l'Union européen relative à la coopération opérationnelle des services répressifs visant à développer les bonnes pratiques, notamment en zone frontalière. Alors, l'autre gros moteur aussi de coopération et d'intégration, c'est bien entendu la formation. J'évoquais tout à l'heure le centre de Saint-Astier, qui est le centre spécialisé dans le maintien de l'ordre au niveau de la gendarmerie. Donc régulièrement, depuis 1974, il y a des échanges qui sont faits avec un certain nombre de stages qui sont faits au niveau de Saint-Astier, comme par exemple le European Union Police Service Training, EUPST, ou le Hostile Environment Awareness Training, HAT, qui est aussi créé plus récemment en 2019. On a aussi des échanges au niveau individuel sur le système un peu Erasmus européen, si on peut dire. Donc ça, c'est le système Polaris. Et plus récemment, il y a eu un échange très particulier à Florence, en Italie, avec un peloton à chaque fois d'élèves gendarmes. Donc il y avait des Luxembourgeois, des Français, des Espagnols et des Italiens qui étaient donc à Florence. Ensuite, on s'aperçoit qu'au niveau de la construction européenne, justement, il y a eu un certain nombre d'organismes, parfois directement liés à l'Union européenne, parfois hors Union européenne, ce qui entraîne parfois une certaine confusion. Donc là, j'ai mis un peu le contexte pour rappeler un peu, voilà, en lien avec l'Union européenne. Ces organismes qui sont liés à l'Union européenne, il y a l'Europol, bien entendu, Frontex et CEPOL, où on retrouve généralement des gendarmes. Par contre, il y a deux organismes qui ne sont pas liés à l'Europe directement, d'où la confusion parfois. Le premier, c'est la FIEP en 1994, qui est une sorte d'association de gendarmes. De toute façon, je vais venir là, voilà, où on a une sorte d'association de différentes gendarmeries du monde, où il y a une organisation régulière de rencontres pour pouvoir discuter d'un certain nombre de sujets de sécurité entre ces différentes gendarmeries. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir au niveau de l'Union européenne un certain nombre d'OPEX, alors parfois missions civiles, missions militaires, soit en Europe ou hors de l'Europe. Et là aussi, dans ces différentes missions, généralement, on retrouve du gendarme et du gendarme européen, c'est-à-dire voilà, des gendarmes français, mais aussi d'autres gendarmes, ce qui entraîne un certain nombre de coopérations. Donc là, j'ai évoqué la FIEP.
Et ensuite, on a la force de gendarmerie européenne qui a été créée en 2004. Alors là aussi, il y a souvent une confusion. On a l'impression que c'est quelque chose qui émane de l'Union européenne, mais en fait, pas du tout. Ça émane des États, au niveau des États, voilà. Et alors parfois, on l'a vu au niveau des Gilets jaunes, hein, parce qu'il y avait un VBRG qui avait encore ce logo. Donc on avait dit, ça y est, les mercenaires sont à Paris pour lutter contre le maintien d'ordre, enfin pour le maintien d'ordre. Donc voilà. Par contre, on voit que cette unité a été utilisée notamment dans les OPEX, en Bosnie-Herzégovine en 2007, en 2009 en Afghanistan, en Haïti et plus récemment dans la région sahélienne. Voilà. Et donc en 2005, hein, cette création est une création à l'origine française, hein, avec la ministre de la Défense de l'époque, Michel Alliot-Marie, qui avait déclaré à Saint-Astier « Aujourd'hui, face à la multiplication et à la complexification des crises, l'Europe doit et veut s'impliquer. Dans ce contexte, la force de gendarmerie européenne offrira davantage de visibilité et d'efficacité à l'Europe de la défense. » Alors, pour conclure, on peut remarquer que la gendarmerie constitue véritablement un héritage historique original sur le continent européen, mais pas seulement. Et cet héritage laissé par la Révolution française et l'Empire napoléonien a conduit à des évolutions parfois originales de ces forces de police à statut militaire. Et cette évolution a été guidée par des intérêts nationaux, mais on peut remarquer des formes de coopération précoces qui se sont amplifiées à la fin du XXe siècle. Et pour la gendarmerie, la dimension internationale et européenne représente véritablement un enjeu d'avenir dans un contexte marqué par les menaces hybrides et multiformes. Et comme l'a rappelé le directeur de la gendarmerie, le général Rodriguez, chaque gendarme doit avoir l'Europe à l'esprit. L'Europe se retrouve à tous les niveaux, au moment de l'élaboration des normes communautaires à Bruxelles, comme au bord de nos routes ou sur nos réseaux informatiques, et c'est-à-dire dans la gestion des flux physiques et numériques du quotidien. Donc on s'aperçoit quand même que c'est véritablement un champ de recherche à investir par rapport donc, à l'étude du passé de la gendarmerie. Voilà, je vous remercie.